Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 46e épisode, synonyme de rentrée, nous allons parler d'un sujet ô combien intéressant, les dépassements d'honoraires. J'ai eu en effet l'occasion de discuter avec Nelly Darbois, qui est une kinésithérapeute et une rédactrice santé pour différents médias, dont Fontomédia qu'elle gère et alimente. Ce premier épisode est consacré à la convention et au DE, encore appelé dépassement pour exigence. J'ai à nouveau appris beaucoup de choses et j'espère qu'il en sera de même pour vous. J'attire votre attention sur le fait que cette interview a été enregistrée en mai 2023 et qu'à cette époque, les négociations conventionnelles étaient au point mort. Par ailleurs, depuis juillet dernier, Nelly a stoppé son activité libérale pour se consacrer 100% du temps à son média internet. Elle tenait à préciser cette information. Je me répète à chaque fois, mais vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, à des conférences et des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com, rubrique blog. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles pour un échange sans langue de bois. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, j'ai la joie, le plaisir de recevoir Nelly Darbois, qui est une kinésithérapeute qui va se présenter juste après. Après que j'ai déclaré mes liens d'intérêt, comme d'habitude, je suis gérant de GMK Formation et donc ça me fait des gros liens d'intérêt. Par contre, je n'ai pas de lien d'intérêt, si ce n'est peut-être un tout petit peu idéologique avec l'invité d'aujourd'hui, mais absolument aucun lien d'intérêt financier. Bonjour Nelly. Bonjour, enfin rebonjour du coup. Bonjour, bienvenue à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Avec plaisir, et puis merci du coup pour l'invitation. Merci. Je m'appelle Nelly, j'ai 33 ans, j'ai été diplômée en kiné en 2012 de l'école de kiné de Grenoble. Et puis depuis, peut-être un peu comme beaucoup de monde, j'ai alterné entre le salariat et puis maintenant, depuis 2019, je suis kiné libérale uniquement en tant que kiné. Et puis, j'ai d'autres activités à côté, à la fois sous l'étiquette de kiné, et puis aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la kiné, d'autres activités professionnelles. Donc, c'est aussi pour ça que on a décidé ensemble de parler des activités qu'on peut faire en tant que kiné, au-delà du soin aux patients. Effectivement, parce que tu l'as pas dit, tu gères un blog kiné qui est très fourni, que je vous encourage d'ailleurs toutes et tous à aller voir parce que tu fais des billets qui sont à chaque fois super, comment je pourrais dire, super denses mais efficaces. Sous-entendu, j'ai l'impression que tu appliques la méthode scientifique au blog en fait. Je sais pas si je me trompe en disant ça. Ouais, donc ça c'est depuis que je suis kiné libérale que ça m'a libéré plus, on va dire, de temps de liberté d'organisation que j'ai créé ce site à la base pour tout simplement en fait faire ma formation continue parce que je suis alors justement moi pour le coup j'ai pas d'organisme de formation continue. Je sais qu'il y a beaucoup de kinés comme toi du coup qui développent ça en activité secondaire et moi en fait je suis pas à l'aise avec ce type de formation pour améliorer mes connaissances. En fait je suis pas réceptive, c'est vraiment voilà, comme en école de kiné, j'étais pas très réceptive aux cours théoriques et pratiques. Et en fait, moi, ma meilleure façon que j'ai trouvée pour me former, c'est en fait de lire les articles scientifiques, les publications académiques, lire des retours d'expérience de kiné à l'international. Et puis, plutôt que garder ça pour moi, j'avais décidé en fait de faire des synthèses, en gros, de ce que j'apprenais comme ça en lisant les publications pour mon site internet, principalement à la base à destination des patients et des patientes. Mais je me suis rendu compte qu'en écrivant à destination des patients et des patientes, en fait, j'étais aussi pas mal lue par des étudiants kinés, des médecins. Donc voilà, petit à petit, c'est une activité qui effectivement a pris beaucoup de part et ça fait partie aujourd'hui de mon activité professionnelle, principale en parallèle de la kiné, d'écrire des articles de ce type. Ça te prend combien de temps à peu près? Beaucoup. Donc j'ai commencé ça en 2019. J'écrivais à l'époque 1 à 4 articles par mois. Mais franchement, alors maintenant j'ai un process, j'ai vraiment développé, je pense, vraiment une expertise là-dedans. Je les trouve meilleurs aussi mes articles maintenant, mais c'est plusieurs, au moins 10, 20 heures par article. Donc aujourd'hui, là, j'en écris à un rythme de 1 tous les 2 jours. Mais parce que justement, j'ai développé des process vraiment plus efficaces que au début, quoi. Ok. Et tu également, est-ce que ça t'a, enfin, j'ai vu ça que tu étais en plus, alors je sais plus comment on appelle, il y a un terme pour
pour contributeur Wikipédia, vous êtes wikipédiste, enfin, je Ouais. sais plus. Donc en fait, ouais, quand j'ai basculé sur kiné libéral, en fait, l'idée c'était, j'ai hésité en fait entre donc finalement développer des activités comme ça secondaires, on va dire dans la rédaction, et continuer sur, comme font beaucoup aussi de kinés, sur une thèse pour après pourquoi pas faire de l'enseignement et de la recherche. Et en fait, j'ai décidé plutôt, bah voilà, parce que ça me correspondait plus, donc en fait, d'avoir une activité secondaire à côté de la kiné, de ce qu'on appelle rédaction, en fait, rédaction scientifique, euh, rédaction web, ça se dit aussi. Tout simplement parce que j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aussi aimé mon métier de kiné, mais j'ai toujours travaillé à temps partiel, même en salariat, même sans avoir des enfants, parce que j'ai toujours aimé faire d'autres activités à côté de la kiné, en lien avec la santé ou pas forcément. Et donc j'ai essayé de voir un peu ce qui pouvait être fait quand même aussi de manière rémunérée, pas que de manière associative. Et la rédaction, bah j'ai vu que c'était en fait un métier à part entière, journalisme, rédaction, on appelle ça comme on veut. Et donc bah au cours de ces différentes années, ça a un peu évolué. J'ai proposé des prestations justement de rédaction pour des entreprises, pour des particuliers. J'écrivais par exemple des articles pour enfin j'écris d'ailleurs régulièrement toujours pour une revue par exemple La Destination des pneumologues, où bah je fais comme je fais pour mon site internet. En fait, on m'envoie des articles publiés dans des revues à comité de lecture en pneumologie et je dois en faire une synthèse à destination des pneumologues et c'est publié voilà dans une revue. Et puis j'ai fait ça aussi pour des sites internet, par exemple pour des organismes de formation continue qui ont besoin de contenu pour leur site internet. Et donc bah, c'est des choses qu'on peut faire de manière rémunérée. Et puis j'ai arrêté finalement là il y a quelques mois ces activités-là parce que bah pour me concentrer à mon site internet, à la kiné avec mes patients et aussi à donc ce que tu évoquais là, à ce qu'on appelle ce que moi j'appelle la rédaction Wikipédia. Donc c'est que bah, Wikipédia bien sûr c'est fait pour n'importe qui peut bénévolement contribuer à l'encyclopédie. C'est ce que je fais depuis presque 15 ans je crois. Et en fait, il y a des besoins aussi de le faire dans un cadre en fait rémunéré. Enfin, il y a des besoins. Disons que ça fait pas partie du tout de l'esprit de l'encyclopédie, mais il se trouve que bah il y a des entreprises, des personnalités politiques qui ont un besoin d'être accompagnées professionnellement. Et donc c'est un peu une activité atypique, mais que j'ai développée. Et d'ailleurs, en disant ça, je me rappelle que j'ai pas déclaré moi mes liens d'intérêt. J'allais te Donc demander je tout vais... à l'heure, t'inquiète pas. Je veille. Comment? J'allais te demander, je veille au grain là-dessus. Ah, parfait, d'accord. Ouais, bah alors moi, c'est vraiment une question à laquelle j'accorde beaucoup d'importance aussi, donc merci Ah, je sais, je sais, de, je sais. Je sais qu'on de faire partage ça. Ouais, aussi les mêmes intérêts. j'ai consacré un an bah, de ma vie en fait à cette question-là. Quand j'ai repris des études, j'ai fait un master euh, il y a quelques années et mon sujet justement de réflexion, c'était bah, les liens d'intérêt dans le domaine de la santé, parce que je participe aussi, je suis rédactrice par exemple de la revue Prescrire, qui est la seule revue médicale française indépendante à la fois de l'État et des industries, parce que souvent quand on parle de liens d'intérêt, on pense aux liens d'intérêt industriels, financiers. Alors toi, tu as parlé de lien d'intérêt idéologique, mais il y a aussi bah, le lien d'intérêt avec l'État. Quand on est fonctionnaire, quand on est employé de l'État, on pense pas forcément à déclarer ce lien-là, mais en fait, on en a aussi. Donc voilà, c'est vraiment donc moi ce que je fais en fait par rapport à mes liens d'intérêt. En fait, j'en ai plein, du coup, parce que bah, je suis payée par l'État, par l'assurance maladie, je suis payée par des entreprises avec lesquelles je travaille. Je suis payée par les activités que je fais sur mon site, monétisées par la publicité et la vente d'e-books. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, j'essaie à chaque fois que j'écris un article de déclarer mes liens d'intérêt directs avec le sujet de cet article. Et puis j'ai une page sur mon site internet où chaque mois, je mets à jour de qui j'ai reçu de l'argent. Parce que pour moi, les principaux liens d'intérêt quand même, c'est ceux qui nous nourrissent, c'est ceux qui nous donnent de l'argent. Idéologique, c'est super dur, je trouve, à définir en fait et objectivement ce qu'on met derrière. Et donc là, par rapport à notre sujet aujourd'hui, qu'est-ce qui peut m'influencer? Bah peut-être tout simplement le fait moi d'avoir des activités secondaires. Donc je vais peut-être plutôt être plus optimiste sur l'intérêt qu'on a à développer ces activités-là. Euh, et puis un des e-books que je vends du coup est aussi sur ces sujets-là. Donc peut-être que je peux avoir tendance à inciter, même si c'est vraiment pas mon intention en tout cas, parce que bah je sais très bien qu'il y a des kinés qui fassent que des soins conventionnés et on peut tout à fait être épanoui en faisant que ça. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et c'est vrai que comme on va parler de cette thématique-là, euh, justement, les articles que tu as écrits là-dessus sont vraiment bien fournis, intéressants. Donc, j'espère qu'on va pouvoir
les traduire de façon orale. Surtout, c'est des questions le DE et le HN. Moi, je vois beaucoup de monde. Je crois que l'année dernière, j'ai calculé récemment, parce qu'on doit déclarer en tant qu'enseignant ces nombres de formations. L'année dernière, j'ai formé 650 personnes kinés. Donc, ce qui fait un certain nombre quand même. Et honnêtement, le débat sur ces questions du dépassement, c'est systématique. Mais c'est de plus en plus d'ailleurs. Je pense que la situation économique étant ce qu'elle est, avec les problèmes de valorisation de notre profession, il y a un vrai questionnement qui se pose par rapport justement aux façons, comme tu le disais, de gagner un peu mieux sa vie. Et donc, il y a un flou artistique, c'est-à-dire que ce soit en formation initiale ou parfois j'ai des étudiants, alors moi j'ai que 3 écoles en visu, mais des étudiants qui me rapportent que l'ordre vient leur faire des interventions en leur disant qu'ils ne peuvent pas faire de dépassement d'honoraires. Ils ne savent pas la différence entre ce que c'est un HN, un DE. Moi-même, là-dessus, je pense être quand même bien équipé, mais des fois, en lisant les articles, il y a des subtilités que je n'avais pas saisies. Donc, c'est un thème, je pense, vraiment important. Et on va peut-être déjà rentrer dans le vif du sujet, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur cette présentation. Sur définir ce qu'est un dépassement pour exigence, un DE. Peut-être, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux déjà initialement des différentes façons de travailler pour un kiné en France, au niveau libéral. Qu'est-ce que ça sous-tend, qu'est-ce qu'on doit respecter en tant que kiné, et puis peut-être après, je vais y arriver, introduire le DE. Ouais. Alors juste avant ça, donc bien sûr, moi je suis, on va dire, kiné, et ce que je vais dire, c'est selon ma propre connaissance et interprétation des textes de loi, parce que sur ces sujets-là, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de discours différents. Les syndicats vont dire quelque chose, l'ordre va dire quelque chose, la CPM va dire quelque chose, les experts comptables vont dire quelque chose. Moi, j'essaie à chaque fois, bien sûr, de me référer au texte de loi, mais il y a toujours une marge d'interprétation possible. Donc, mes propos sont à croiser éventuellement avec d'autres sources, et je peux me tromper aussi dans ce que je dis. Et d'ailleurs, souvent, il y a des kinés, suite à mes articles, qui me font des remarques, des critiques très constructives. Donc, j'essaie à chaque fois de les mettre à jour. Mais là, un podcast, c'est enregistré, c'est figé. Donc, s'il y a des erreurs, je m'excuse par avance. Et puis, voilà, j'essaierai en tout cas de mettre à jour les contenus que je fais par écrit, que je peux mettre à jour pour corriger éventuellement, aussi en fonction des évolutions juridiques. Et du coup, pour en revenir à ta question sur alors qu'est-ce qu'un kiné libéral que peut faire en France, et qu'est-ce qu'il est obligé ou non de faire. Donc quand on est kiné libéral, on l'oublie parce qu'on le fait qu'une fois. En fait, initialement, avant de pouvoir exercer comme kiné, d'avoir son conventionnement avec l'assurance maladie, parce que là on va bien parler des kinés donc libéraux conventionnés avec l'assurance maladie, ce qu'on est le plus souvent, parce qu'on peut aussi être kiné libéral non conventionné avec l'assurance maladie, c'est-à-dire faire que tous les soins qu'on va délivrer, toutes les prises en charge ne seront jamais remboursées par l'assurance maladie. Donc c'est une minorité de kinés, j'ai pas trouvé de chiffres, mais ça c'est une minorité de kinés. Nous on parle du kiné classique libéral, qui est donc conventionné avec l'assurance maladie. Ça veut dire qu'avant de travailler, il a signé un document pour dire que je suis OK avec ce qu'on appelle donc la convention d'assurance maladie, je suis OK avec les différents termes qui sont dedans, et en échange, les soins que je délivre vont pouvoir être pris en charge, remboursés par l'assurance maladie, et puis derrière aussi par les mutuelles. Donc, alors la convention, c'est un document qui est très 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 fourni, très dense, qui a été défini donc et mis en place par l'assurance maladie et puis les syndicats représentatifs de la profession. Alors, je pourrais pas là, franchement, à l'oral lister toutes les obligations et à quoi on est soumis. En fait, la principale, c'est tout simplement qu'on doit respecter les termes définis par cette convention, et notamment qu'il y a certains actes qu'on peut faire en tant que kiné et qui ouvrent droit à un remboursement, à une prise en charge par l'assurance maladie, et d'autres actes qui n'ouvrent pas à cette prise en charge. Et le deuxième point pour introduire justement les dépassements, c'est que nos tarifs, du coup, en tant que kiné libéral conventionné, sont fixés par l'assurance maladie. C'est en gros donnant-donnant, on est pris en charge, donc nos patients sont pris en charge financièrement par l'assurance maladie, et en échange, on est obligé d'appliquer les tarifs qui sont fixés pour les pathologies qui sont déterminées. On n'a vraiment aucun moyen d'aller contre ça, sinon on risque certaines choses dont on reparlera peut-être. Et donc justement, si on veut faire donc ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires, donc des dépassements pour exigence, eh bien ça aussi en fait c'est fixé par la convention, ces avenants. Donc on ne peut pas facturer au-delà donc du tarif fixé par la Sécu que dans certains cas bien précis.
Super. Et donc pour ces dépassements pour exigence, tu disais que si on ne les respecte pas, on peut risquer des choses. Donc c'est le déconventionnement, je pense. Alors avant ça, oui, avant ça, il y a quand même normalement en fait, on reçoit en fait un courrier déjà Mhm. de l'assurance maladie pour essayer de voir à l'amiable aussi si des fois, parce que souvent c'est le cas, en fait, on fait pas forcément exprès de pas respecter la convention parce que c'est compliqué des fois à comprendre. Donc on reçoit, je crois, des courriers d'avertissement qui nous demandent de modifier. On peut avoir des rendez-vous aussi avec l'assurance maladie, se faire accompagner de personnes. On peut avoir éventuellement une amende ou une suspension. Il n'y a pas beaucoup de. J'ai regardé un peu dans ce qu'on appelle la jurisprudence, justement, est-ce que voilà, il y a eu des procès ou des choses comme ça. C'est quand même assez rare que ça en arrive là. Le principal risque, je pense, c'est une remontrance par l'assurance maladie, quoi. C'est rare que ça aille au-delà, même s'il y a quelques exemples de ça aussi. Les déconventionnements, je pense que c'est aussi ces personnes qui exagèrent et qui vont par exemple facturer des gens décédés ou qui ont des CA de 500 000 euros par an parce ils arrivent à prendre 120 patients par jour. Je crois qu'on est vraiment dans des tailles de fraude qui sont massives. Ouais, ouais, c'est ça. Souvent, quand même, voilà, si justement on n'a pas fait exprès ou, bah, forcément aussi, on discutait. Hein, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent des dépassements dans un cadre où normalement on n'a pas le droit. Mais il y a une certaine tolérance, même si c'est pas écrit dans les textes de loi. Donc, heureusement, on risque pas le déconventionnement si une fois on Mm. facture un dépassement. Même si c'est pas bien sûr ce que je veux encourager, mais voilà, c'est le risque est quand même à mesurer. Et c'est pas non plus un risque immense si on le fait d'une manière mesurée, quoi. Justement, tu évoques quelque chose que tu mets d'ailleurs sur ton article, qui est connu de toutes et tous, à savoir à Paris par exemple, en fait tous les kinés font des DE, il y a une espèce de tolérance parce que évidemment les loyers et les conditions de travail sont compliquées. Et je me dis, alors je sais pas, au bout de combien de temps ça s'est installé ça, parce que moi j'ai travaillé aussi en région parisienne, on faisait des petits DE. Il y a une espèce de tolérance quand même là-dessus de la Bah, CPA. alors franchement, moi, avant d'avoir vraiment creusé le sujet, enfin, c'est ce que j'ai toujours, voilà, entendu depuis longtemps. Enfin, je pense au moins 10 ans. Mais quand j'ai justement cherché à remonter, bah, je me suis dit, s'il y a une tolérance, ça doit être tracé quelque part par écrit, quoi. Et en fait, vraiment impossible de remettre la main sur un texte écrit qui retrace ça. Ça a l'air d'être vraiment une tolérance. Alors, il y a quelques kinés qui vont dire qu'ils ont reçu un courrier de l'assurance maladie quand ils les avaient demandé personnellement si c'était légal ou non, donc la CPAM de Paris, de le faire, et à qui on a dit a priori que oui, d'autres vont dire que non. Donc franchement, je n'ai pas réussi à mettre la main, et à ma connaissance, personne n'a réussi à mettre la main sur un texte qui vraiment officialise. J'ai entendu dire aussi que apparemment il y avait le même type de tolérance dans les stations de ski, parce que moi je suis en Savoie, et les stations de ski l'hiver, mais pareil, impossible de remettre la main dessus. Donc, quand on parle de tolérance, je pense que c'est plutôt voilà des gens qui ont demandé à leur CPAM est-ce que c'est autorisé ou non, et qui ont reçu un message comme quoi oui c'est toléré. Mais vraiment il n'y a pas de texte à ma connaissance qui permet de ça. Donc c'est un peu un truc d'usage finalement, Mm. d'habitude, qui est fait que petit à petit ça a dû migrer. Puis maintenant, je connais pas de kiné qui bosse à Paris intramuros et qui ne fasse pas de déplacement. Il doit y en avoir, je pense, mais c'est devenu tellement, je pense, compliqué avec les honoraires et puis les tarifs de charge de cabinet que ça me paraît impossible de dégager des revenus si jamais on fait pas ça, quoi. Donc, c'est étonnant. Alors la question qui se pose du coup, c'est est-ce que tu crois que si par exemple dans une localité tout le monde se mettait à faire des DE, est-ce que la CEPA blesserait du coup? Je sais pas, je suis pas très bonne pour ce genre de pronostic, mais en tout cas je sais pas toi où t'es dans le Jura, je crois, c'est ça? Là maintenant dans l'Aube, je suis à 3. Je suis à 3 dans l'Aube. D'accord, ok. Parce que, enfin, moi là où j'habite en Savoie, à Chambéry, donc c'est une ville quand même, une région assez dynamique, il y a quand même pas mal de kinés. Et je sais là, alors ça, il me semble que c'est récent quand même, mais sur ma commune et les environs, enfin, il y a quand même je sais pas en termes de pourcentage, mais j'ai l'impression presque, allez, un kiné sur trois qui fait des dépassements aussi. Donc ça a l'air d'être, voilà, quelque chose, il me semble, selon mon appréciation en tout cas qui se développe, même si j'ai pas trouvé de chiffres spécifiques sur ce sujet. Et donc quand on parle un kiné qui fait des dépassements, on parle bien de ce fameux dépassement pour exigence.
Alors justement, donc c'est là où c'est la nuance importante à introduire, je pense, c'est que donc en fait il y a donc des dépassements, on va dire légaux, réglementaires et des dépassements entre guillemets illégaux, irréglementaires. Moi, à ma connaissance, la plupart des kinés font des dépassements entre guillemets illégaux, pas réglementaires, c'est-à-dire donc pas des dépassements pour exigence. Des dépassements pour exigence, c'est donc les dépassements où en fait les seuls dépassements permis par la convention, c'est quand le patient a des exigences particulières au niveau des horaires des soins. Par exemple, il veut absolument être vu entre midi et 2, alors que nous, on lui propose des créneaux où on travaille pas tout simplement entre midi et 2, ou il veut absolument être vu à domicile, alors que son état de santé n'est pas légitime et il pourrait tout à fait se déplacer en cabinet. En fait, c'est que dans ces circonstances-là, normalement, qu'on peut facturer un dépassement, donc toujours fixé avec tact et mesure, c'est les textes qui disent ça. Et dans tous les autres cas, par exemple parce qu'on a investi dans du matériel coûteux, parce qu'on prend les gens plus longtemps que les 20 ou 30 minutes réglementaires, parce que on a investi dans des formations importantes, parce qu'on est spécialisé, voilà, toutes les raisons qui sont souvent évoquées par des kinés pour justifier des dépassements, qui peuvent être d'ailleurs moralement défendables, et ben ces raisons-là, normalement, on n'a pas le droit de pratiquer un dépassement d'honoraires pour la première séance ou les séances qui suivent. Oui, ok, donc en DE, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on disait juste avant que les DE systématiques, quelqu'un qui en ferait pour tous ses patients tout le temps, ça c'est illégal. Voilà. Alors souvent, justement, c'est là où il y a une confusion avec leur nomenclature, c'est que souvent j'ai vu, moi, des collègues kinés qui appelaient justement ce type de dépassement des dépassements hors des actes hors nomenclature. Mais là, il y a, enfin, selon moi, et en tout cas, et mon appréciation des textes, il y a vraiment une confusion parce qu'un acte hors nomenclature, par définition, c'est absolument pas un dépassement, c'est vraiment le fait de faire un acte qui n'est pas inscrit dans la convention, donc qui fait pas partie des actes qui nécessitent une prise en charge par l'assurance maladie. Donc typiquement, ça va être, alors l'exemple qui peut être donné, alors j'ai rien en tête qui me vient là, parce qu'en fait souvent justement ce qui va être appelé acte hors nomenclature, ça va être par exemple la thérapie par onde de choc. C'est un matériel qui est coûteux, qui nécessite de l'entretien, etc. Souvent, à ma connaissance, les kinés vont facturer des dépassements en fait. Payé par le patient et puis remboursé éventuellement derrière par sa mutuelle parce que voilà, c'est pour justifier l'acquisition de ce matériel, etc. Mais si par exemple on utilise les ondes de choc dans le cadre de la prise en charge d'une tendinopathie du tendon d'Achille, cas assez classique, normalement la tendinopathie du tendon d'Achille, elle fait partie, on va dire, des actes qu'on peut faire de manière remboursée en tant que kiné, c'est listé, donc c'est voilà un MK 7,5, problème à un membre inférieur. Normalement, donc, on n'a pas le droit de fracturer un acte hors nomenclature pour une pathologie qui est couverte dans le champ de la convention, en fait. Donc voilà, il y a un peu une utilisation comme ça, voilà, parce qu'on essaie de se débrouiller aussi pour justement permettre voilà de dégager plus de revenus ou de rembourser des investissements, mais a priori c'est pas quelque chose qu'on a le droit de faire. Ok, donc l'appareil onde de choc, a priori, si je suis la convention, je peux ni le passer en DE, ni le passer en HL. Voilà, alors sauf cas, il faudrait trouver un cas bien spécifique de pathologie qui, voilà, ou de situation qui n'entre pas dans le cadre de la convention. Donc, faudrait trouver, alors j'en sais rien, du bien-être par exemple, mais je pense que personne n'a envie de faire une thérapie par onde de choc pour le bien-être, ou alors en titre préventif. Mais là se pose l'intérêt du coup d'utiliser la thérapie par onde de choc à titre préventif. Mais voilà, donc on pourrait imaginer en théorie des situations où on peut le passer en hors nomenclature, mais dans les faits, je suis pas certaine qu'on utilise cette technique dans ces situations-là. Et juste pour revenir sur le DE là, est-ce que du coup, quand un patient te demande, voilà, moi, il faut que j'ai besoin absolument de venir à midi tous les jours, tu peux appliquer un DE, est-ce que tu dois lui proposer un devis avant, dans le cadre du DE? Est-ce que ça doit être écrit, voilà, ce sera tant Alors, il me semble que oui. C'est sûr pour le hors nomenclature, j'ai un doute là tout de suite maintenant au niveau du DE. A priori, il me semble que oui, parce que dès que voilà le patient doit facturer quelque chose de sa poche, on doit lui faire un devis, mais à vérifier. J'ai plus D'accord.
la réponse La précise. chaîne, effectivement, Oui. c'est obligatoire, mais voilà, le Alors après, ça dépassement. dépend du montant. Par contre, c'est obligatoire surtout pour au-dessus de 70 ou 100 euros. J'ai plus le chiffre précis, mais c'est de cet ordre-là. Si c'est par exemple, c'est juste pour une séance, a priori, même dans le cas du dépassement, on n'aura pas besoin de faire de devis, mais seulement une facture. Par contre, la facture, ça c'est systématique. Dépassement ou hors nomenclature, on est obligé de faire une facture. Ok. Et juste pour finir avec cette question sur le dépassement d'honoraires là, euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un thème qui est euh, comment dirais-je, abordé par les différents kinés. Je vois dans les débats et dans les sessions où j'en rencontre beaucoup. Comment toi t'expliques que ce soit un truc qui soit extrêmement. Je pense que tu as dû avoir des retours sur ces articles-là, à mon avis, pas mal. Pourquoi c'est un truc qui est aussi florissant quand on cherche à prendre des témoignages ou les avis des kinés? Pourquoi tu veux dire que tout le monde Ouais, a de pourquoi l'intérêt, ça? enfin beaucoup. Bah ouais, en fait, pourquoi il y a autant de gens qui en parlent et finalement autant de gens enfin, si peu de gens qui savent le définir. C'est quand même assez incroyable. Ouais. Alors après tous les deux, je pense qu'on a une peut-être toi par exemple, c'est donc t'as été au contact de 650 kinés là cette année, même enfin c'est beaucoup, mais Oui, c'est des gens spécifiques quand même, tu vois, par bien rapport aux sûr, oui. formations que tu développes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à l'échelle du nombre de kinés en France, je sais pas en fait si c'est un alors si ça a l'air d'être quand même un sujet de questionnement, mais après il faut raisonner aussi par rapport je raisonne par rapport on va dire aux kinés que je connais localement. Il y en a qui sont pas, qui s'intéressent pas du tout, qui ont pas de préoccupation pour ces questions-là en fait. Ça D'accord. existe encore, voilà. Oui. Mais bon, donc, mais en tout cas sur la partie des gens, je sais pas si elle est immense ou pas, mais c'est certain en tout cas une large partie des kinés qui se posent des questions sur les dépassements. Bah selon en tout cas ma perception, c'est souvent tout simplement pour essayer soit d'augmenter ses revenus, soit de pas perdre de revenus par rapport à l'inflation et à l'augmentation, à la non-augmentation de l'acte kiné, quoi. Parce que j'ai vu que sur ton blog, tu avais aussi développé d'autres billets qui parlent justement de la diversification des activités et comment aussi avoir quelque chose à côté. Parce que ça, c'est dans mon sous-groupe de patients, de patients, dans mon sous-groupe de kinés que je rencontre. En fait, c'est vrai qu'il y a ce questionnement du pouvoir d'achat qui est très prégnante et des kinés qui se disent, mais comment je peux faire, quoi, surtout avec les dernières, on enregistre, il y a eu des négociations conventionnelles qui ont été abordées il y a quelques mois. Bon, il semblerait qu'il y ait des signes de reprise de discussion, mais c'est compliqué pour les kinés et je pense que ouais, c'est vrai que ça impacte quand même pas mal le moral des troupes, si je puis dire. Euh, je reviens donc sur quelque chose que je te disais auparavant. Quand l'ordre des kinés dit, par exemple, à des étudiants dans un IFMK, vous n'avez pas le droit de faire de dépassement, je pense que donc on peut dire que c'est à la fois faux et un petit peu vrai en fonction de ce qu'on propose. Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est quand même pas mal vrai dans le sens où bah, beaucoup, en fait, des dépassements qui sont faits par les kinés, il faut pas se mentir, ne sont pas des dépassements pour exigence, mais sont, voilà, une extrapolation un petit peu. Et donc, bah, je sais que, voilà, l'ordre, selon ma perception, essaie d'essayer de faire en sorte que la réglementation soit le plus respectée possible, et donc peut avoir peut-être un discours voilà à dire bah non les dépassements sont pas tolérés parce qu'en fait ce qu'on appelle dépassement souvent c'est pas des dépassements pour exigence quoi. Euh, et donc c'est tellement rare en fait d'être dans une situation de dépassement pour exigence. Moi personnellement, hein, enfin en tout cas en 4 ans de libéral, ça m'est jamais arrivé d'être dans une situation où j'aurais pu proposer le dépassement pour exigence quoi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est peut-être principe de charité, en tout cas, voilà, de leur dire que bah ils préfèrent dire que c'est interdit parce qu'en fait dans l'immense majorité des cas, ça devrait pas se faire quoi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour la suite du podcast.